Voilà, alors, écoutez, merci beaucoup d'être encore avec nous. Je vous annonce tout de suite le tout premier invité qu'on a au premier épisode de notre podcast Bulletin sportif, le joueur par excellence de la saison passée au football universitaire québécois, le quart arrière des Stingers de Concordia, Olivier Roy. Salut Olivier. Salut, merci de me recevoir. Merci d'accepter l'invitation. C'est vraiment gentil de ta part. Puis surtout, je pense que de commencer comme ça avec celui qui a eu la saison par excellence l'année passée, c'est la meilleure chose qu'on pouvait avoir. Euh, je veux revenir avec toi, puis pour commencer, placer les choses. Il n'y a pas tout le monde nécessairement qui a peut-être vu d'où tu viens. Moi, j'ai écrit un article l'année passée avec toi que tu as pris le temps de me raconter tes débuts dans le sport en général, parce que tu as joué au hockey. Peut-être faire un petit survol rapide de ton parcours de football, où tu as commencé, où tu as joué, puis qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'aux Stingers? Ouais, en fait, ça a commencé à ma ville natale de Donnacona. J'ai commencé en secondaire 1. J'aimais le foot, mais j'avais jamais joué auparavant. Fait que je me suis ramassé comme carrière un peu par la bande. Puis, écoute, j'ai adoré mes 5 années au niveau secondaire. Donc, après ça, j'ai poursuivi mon parcours au cégep avec le cégep de la Pocatière en Division 3. Encore une fois, adoré mon parcours. Puis, c'est à ce moment-là que les entraîneurs de Concordia m'ont approché. Puis, j'ai décidé de prendre une chance de venir ici. Puis, écoute, on est là 3 ans plus tard. Puis, à date, tout se passe comme prévu. C'est quand même spécial, c'est quelque chose dont on a parlé, puis probablement que ça a mis la lumière un peu sur cette situation-là, ta performance de l'année passée. Un gars qui arrive de la Division 3 et qui obtient le niveau de succès que tu obtiens au niveau universitaire. C'est spécial pour beaucoup de monde qui sont habitués dans la plupart des sports où est-ce que tu es déjà au plus haut niveau, donc théoriquement Division 1, puis avant de monter et d'être meilleur dans l'autre division d'après. Le football, c'est particulier pour ça. Qu'est-ce qui a fait qu'un joueur de ton niveau était à Division 3, justement, au niveau collégial? Ben, c'est sûr que quand tu veux monter un programme, tu as toujours un corps arrière qui vient du meilleur programme possible, puis ça, c'est totalement comprenable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des bons joueurs qui viennent de partout, puis on a plusieurs exemples, non seulement dans notre équipe, mais partout à travers le RSEQ, je crois. Mais pour ma part, je pense que j'ai juste été dans une bonne situation. Je suis arrivé à ma première année, je n'avais pas de pression d'être le partant dès le départ. Donc, il fallait juste que j'apprenne le système de jeu, que je fasse les erreurs que j'avais à faire, puis juste de bâtir là-dessus. Puis, écoute, ma deuxième année, j'ai eu la chance d'être partant. Comme j'ai dit, j'étais bien entouré non seulement de coach, mais un bon système offensif, des bons joueurs autour de moi aussi. Fait que j'ai eu tous les atouts pour avoir du succès rapidement. Puis tout ce qu'il y avait à faire, c'est prendre ma chance. Puis c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'espère que ça va juste continuer dans la bonne direction. Visiblement, ta chance, t'en as profité. Vous avez quoi? Une victoire contre Montréal pendant la saison. Tu as établi un record du RSEQ. Je pense que c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire du football universitaire canadien dans un match contre Sherbrooke. Ça prend du monde autour de toi pour faire ça. Là. Oui, les coachs, puis oui, tu as appris à bien lancer le ballon et éviter les erreurs. Mais tu avais un groupe l'année passée de receveurs importants. À quel point ce groupe-là, est-ce qu'il revient au complet? Est-ce que vous avez commencé à pratiquer? Y a-t-il d'autres mondes qui vont avoir du changement de ce côté-là pour vous autres? Ben, c'est sûr que on est juste au début du camp relativement encore, donc je ne sais pas s'il va y avoir des changements, mais de manière générale, tous nos receveurs partants reviennent, donc on devrait être assez stable à ce niveau-là. Puis, comme tu as dit, j'ai eu un groupe de receveurs assez exceptionnel l'an dernier, puis il y a beaucoup de mon succès qui leur revient, puis qui revient à toute l'offensive en général. Mais non, j'aime ce qu'on voit depuis le début du camp, puis les vétérans, ils ont pris les bouchées doubles pendant la saison morte, puis ça paraît. Je pense que les gars prennent de l'expérience, puis les gars veulent encore faire des gros jeux, puis les gars veulent le ballon. Donc, c'est toujours ce que tu veux voir de ton groupe de receveurs. Il y a un autre élément qui était intéressant parce que oui, il y a un corps arrière qui est numéro 1, puis je vais sortir quelques chiffres là, quand même. 2470 verges par la passe l'année passée. Le deuxième, c'était Jonathan Sénécal avec 1530. Oui, il a joué 6 matchs, il en a joué 8, mais quand même, il reste que les autres après toi. Il n'y a personne qui a approché ces chiffres-là. 18 passes de toucher, mais c'est qu'en plus, 308 verges par match en plus, tu es le seul en haut de 300 verges. Mais en plus, que le monde oublie,
c'est que tu as été le meilleur porteur de ballon de ton équipe aussi. Tu as fini 6e avec au-dessus de 300 verges. Donc, en gros, l'attaque des Stingers, c'était qu'est-ce que tu décidais de faire avec le ballon? Je cours ou je passe, mais est-ce qu'il y a quelque chose cette année? C'est quelque chose qui est voulu, que tu ailles autant le ballon que tu décides avec, ou c'est la situation qui a fait que tu as couru beaucoup en plus, évidemment, d'effectuer toutes les passes que tu as faites? Ben, je pense que c'est un mélange des deux. Je veux dire, je suis un athlète correct. Je veux dire, je suis capable de courir avec le ballon, puis c'est un aspect de mon jeu qui passe peut-être un peu inaperçu, mais des fois, en situation de, je sais pas, deuxième essai, ça peut toujours nous dépanner ou des trucs comme ça. Donc, il y a un peu d'improviste, il y a un peu de course qui était prévu aussi, mais plus que la saison avance et plus que tu lances le ballon, ben, plus que ça donne des ouvertures aussi pour courir en tant que carrière. Fait, je pense que c'est un mélange des deux, puis c'est un aspect de mon jeu que je veux continuer à développer, puis je veux continuer à utiliser. Je veux dire, le plus de menaces que je peux amener à l'autre équipe, ben, le mieux c'est pour nous. Donc, ouais. Donc, est-ce que c'était dans le plan de match, dans le fond, de te laisser dans le fond, cette opportunité-là ou cette décision-là d'avoir le ballon aussi souvent? Ou c'était-tu selon tes lectures de jeu, est-ce que tu savais ce qu'il en était, ou c'était des jeux dessinés d'avance souvent, ou est-ce que c'était vraiment toi qui devais porter le ballon? Ben, il y avait les deux. Il y avait des fois, j'improvisais, des fois, c'était prévu, mais bref, comme j'ai dit, je suis capable de courir, donc je veux l'utiliser, puis je veux pas que ça soit un aspect de mon jeu que les coachs se privent d'utiliser parce que je cours pas assez vite ou je vois pas assez mes blocs, peu importe. Je veux juste que le livre de jeu soit ouvert pour tout le monde puis que les coachs fassent les meilleures décisions à ce niveau-là. C'est intéressant parce que t'es pas le plus costaud. Le monde voit ses photos, il dit OK, ça c'est un grand slack, puis ça reste qu'aller se faire frapper par des secondaires au secondaire, c'est une chose, mais des secondaires au niveau des secondaires puis des safety au niveau universitaire, même des joueurs de ligne, c'est des costauds, ça frappe, le niveau de robustesse monte, veut pas avec le niveau de jeu. Est-ce que l'aspect blessure entre en ligne de compte, dans le sens où est-ce que c'est quelque chose que visiblement tu ne crains pas ça, là, sinon tu ne porterais pas le ballon aussi souvent. Mais est-ce que ça surprend le monde de voir qu'un gars avec ta shape qui n'est pas, comme je te dis, souvent on voit des carrières qui sont costauds, on s'attend à les voir porter un peu plus le ballon. C'est quelque chose qui surprend les gens quand ils te voient? Je pense pas nécessairement. Je veux dire, à tous les niveaux, j'ai toujours été le plus mince ou presque de mon équipe. Puis ça ne m'a jamais empêché d'être un gars qui est tough, qui est capable de prendre des plaqués, même quand je ne les vois pas venir, même quand c'est pendant que je suis en train de lancer le ballon. Mais je veux dire, je veux pas que ça m'empêche de prendre des décisions de courir avec le ballon ou que je me débarrasse du ballon trop tôt parce que j'ai peur de me faire frapper. Ça, c'est un élément de mon jeu que, encore une fois, je veux pas que ça prive mes coachs de certaines décisions parce qu'ils ont peur que je me fasse frapper. Je veux dire, je suis capable d'en prendre, puis on tape sur du bois pour que rien n'arrive, mais jusqu'à présent, j'ai été en santé, puis je veux dire, je prends soin de mon corps comme tous les joueurs de mon équipe, puis c'est la formule gagnante pour rester en santé. Ben, visiblement, Alex, surprenant, puis Coach Collinson, ils n'ont pas, ils ont pas encore enlevé ça de leur playbook si c'était leur intention. Là, si on revient un peu justement sur la saison, bon, OK, évidemment, il y a eu tes performances individuelles. On dirait que Concordia a monté à un niveau où est-ce que tu dis, OK, là, c'était l'équipe numéro 3 l'année passée, parce que tout le temps, les deux gros, Montréal et Laval. On a eu l'impression que là, Concordia s'est placé comme l'équipe numéro 3. Qu'est-ce que ça prend pour être numéro 1, selon vous, en ce moment, avec l'équipe que vous avez? J'imagine que vous croyez en vos chances en voyant comment ça s'est passé l'an passé. Ah, c'est sûr qu'on croit nos chances, puis je pense que l'an passé, on a eu des belles performances, mais on n'a rien accompli de ce qu'on voulait. Puis c'est juste un standard qui est plus élevé maintenant avec notre programme. Puis je pense que pendant longtemps, ça a souvent été on veut juste faire les séries, on veut finir 4e. Puis c'est une mentalité que je pense qui n'est pas nécessairement la bonne si on veut se rendre au bout. Donc, on croit en nos capacités. On est un groupe qui vieillit, qui a plus d'expérience, qui a vécu les séries. Donc, je pense qu'on est rendu à un moment où on peut penser à passer au prochain niveau. Puis, écoute, présentement, on est mis à août. Les séries, c'est en 3 mois peut-être. Donc, on projette un peu dans le futur, puis on veut garder un jour à la fois. Mais je pense qu'on est rendu là en tant qu'équipe de passer au prochain niveau. Puis on ne vise pas juste d'être 3 ou 4e, mais on veut viser le sommet. Excellent. Puis, si on parle bon, vous avez finalement été éliminé en demi-finale par Laval. Laval a semblé
l'équipe que vous avez comme pas solutionné. Toutes les autres, on dirait que vous avez été capable de leur donner un. Je ne dis pas que Laval, vous n'avez pas donné des matchs. Je pense qu'à chaque fois, après la première mi-temps, vous étiez toujours dans le match. On dirait que Laval arrivait à s'ajuster l'année passée d'une manière différente que les autres. Puis on dirait qu'il arrivait à un moment donné à contenir votre attaque, qui a été quand même très forte. Qu'est-ce qui faisait Laval, dans le fond, qui arrivait à vous contenir, qui était différent des autres? Mais c'est un bon point, ça mérite d'être adressé. Je veux dire, on ne se le cachera pas, c'est l'équipe comme vous avez dit, on n'a pas réussi à comme déchiffrer vraiment, mais football, c'est un sport qui est toujours de match-up. Puis l'an dernier, pour une raison ou une autre, il matchait très bien, puis on avait de la difficulté à finir rendu dans la zone rouge, à finir nos matchs quand on avait les devants. Fait que c'est quelque chose qu'on a adressé aussi durant la saison morte, c'est quelque chose qu'on adresse encore présentement, puis on essaie toujours de trouver des solutions à ce problème-là, parce que si on veut passer au prochain niveau puis se rendre au sommet, il faut battre les grosses équipes. Laval en fait partie. Puis c'est pas quelque chose qu'on ignore ou qu'on fait comme si on ne voyait pas. On a eu de la misère à contrôler l'an dernier, puis c'est un problème qu'il faut régler. Dans l'entre-saison, évidemment, après tout ça, on se tape dans le dos pour ce qu'on a bien fait. On essaie de regarder ce qu'on peut faire de mieux. Sur quoi Olivier Roy a travaillé pour amener ça à un autre niveau? C'est quoi qui était l'élément sur lequel tu as travaillé, toi, le plus fort? Ma priorité à moi, c'est toujours d'avoir du bon timing avec les gars autour de moi. Je pense que peu importe le schéma offensif qu'on a ou peu importe les athlètes qu'on a, si il n'y a pas de chimie, tout ça va aux poubelles. Fait que pour moi, la priorité numéro 1, c'est toujours de travailler avec mes receveurs, travailler avec mes porteurs de ballon, avoir le plus de timing possible. Mais autre que ça, je pense que cette année, j'ai essayé d'amener mon football IQ à un autre niveau, essayer de plus comprendre les défensives, essayer de plus comprendre ce qu'on fait sur la ligne offensive aussi. C'est quelque chose que je n'étais pas nécessairement un expert l'an dernier. Fait que ça, c'est deux aspects que j'ai voulu vraiment travailler pendant la saison morte. Puis je pense que de ce côté-là, j'ai amené mon jeu peut-être à un meilleur niveau que l'an dernier. Puis le plus que je sais ce qui se passe sur le terrain, le mieux je vais être capable de performer cette saison. Fait que c'était des aspects qui étaient importants pour moi durant la saison morte. Puis j'ai fait mon possible pour améliorer ces aspects-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles tout seul? C'est quelque chose que tu travailles avec des coachs? Comment tu t'y es pris justement pour adresser ces situations-là? C'est quelque chose que tu t'assois avec un coach surprenant puis tu lui demandes du temps, tu dis on peut-tu regarder ça ensemble? Tu d'autres coachs et comment tu travailles ça? C'est sûr que ça commence toujours avec les coachs. Je veux dire, moi, il y a des choses que je suis capable de déchiffrer par moi-même, mais il y a des fois que j'ai besoin d'un peu d'aide. Puis écoute, les coachs sont là, sont à temps plein pour une raison. Fait que ça commence toujours avec les coachs, mais une fois que je sors du bureau, là, c'est moi qui décide le temps que je mets là-dedans. Fait que si je veux faire du film supplémentaire, c'est moi qui décide. Si je veux dessiner des jeux, c'est moi qui décide. Fait que je pense que c'est un petit peu des deux, puis c'est le genre de balance qu'il faut avoir pour une bonne relation avec mes coachs, une bonne relation avec mes joueurs aussi. Fait que, c'est un peu des deux, puis je pense que j'ai beaucoup de temps dans la saison morte là-dessus. Fait que, j'espère que ça va donner des bons résultats, mais je suis content du travail que j'ai mis. Je trouve ça intéressant. Tu dis, on va dessiner des jeux. Fait que il y a cette ouverture-là. Est-ce que ça arrive que tu vas t'asseoir, mettons, avec, je ne sais pas avec qui tes chums, avec qui tu passes ton temps sur l'heure du lunch ou le soir, mais y a-tu des gars là-dedans? Moi, c'est un receveur, viens-t'en, Jacob Salvaire, viens-t'en, on va s'asseoir puis on va se dessiner un jeu. C'est quelque chose qui se fait en gang comme ça ou ça peut-tu arriver? Qu'est-ce qui t'amène à dessiner un jeu? Dans quelles circonstances ça arrive? Avec des receveurs, je ne sais pas, mais ça arrive que je sais pas, je vois une vidéo de, je sais pas, NCAA ou NFL, un certain jeu, puis je dis, OK, ça c'est intéressant, on pourrait peut-être essayer ça. Ou, j'ai passé 2 semaines à Ottawa aussi avec les Red Blacks, que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues auparavant, que je dis, ça aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait amener à notre offensive. Mais non, c'est souvent des brainstorms qui, par la bande, se retrouvent des fois des jeux que j'aime imaginer ou qu'on aime parler, mais la plupart du temps, je te dirais que c'est des trucs improvisés. Mais on a déjà un livre de jeu qui est assez épais, puis on a plus que ce qu'il faut pour réussir, je pense. Fait qu'il ne faut pas se compliquer la vie non plus. Là. Fait on a une bonne base, c'est comme un professeur qui te donne un livre, tu n'as pas nécessairement besoin de rajouter un chapitre à étudier en plus. Exact. Tu nous amènes sur un point vraiment intéressant. Cette année, la Ligue canadienne de football, je pense que c'est la Ligue. Je ne sais pas que tu m'expliqueras comment ça s'est passé d'ailleurs. Il y a des corps arrière de différentes équipes universitaires au pays qui ont été matchés, si on me permet l'expression, matchés avec des équipes de la Ligue canadienne. Et toi, tu parlais justement, tu es allé jouer avec tu es allé pratiquer ou en tout cas
as participé au camp du Rouge et Noir d'Ottawa. Comment ça s'est passé qu'ils te choisissent? Je comprends que avec ton titre de joueur par excellence, j'imagine que ça te positionnait bien, mais comment ça s'est passé? Puis comment ça s'est passé au camp en plus après ça? Qu'est-ce que vous faisiez? Ouais, honnêtement, je ne connais pas trop le processus de comment les équipes choisissent leur corps arrière ou peu importe, mais bref, dès que j'ai appris la nouvelle que j'allais à Ottawa, j'étais super content. Mon coach, Brad, m'en avait parlé, ça m'intéressait, puis j'avais dit oui, évidemment. Mais rendu là-bas, de ce que j'avais entendu d'expérience de certains corps arrière, c'était vraiment juste, tu étais là comme spectateur, tu regardais ce qui se passait, puis tu n'étais pas vraiment appliqué, mais à ma surprise, en fait, j'ai été vraiment accueilli comme si j'étais un joueur de l'équipe, là, littéralement. J'ai eu des répétitions en pratique de 7 contre 7, de 12 contre 12. J'étais dans la salle de meeting, je faisais toutes les drills en pratique que les autres carrières faisaient aussi. Donc, ça a été coupé un petit peu court à cause de la grève, mais les 2 semaines et demie que j'étais là, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi. Puis, juste vivre la vie d'un professionnel pendant 2 semaines, c'était quelque chose de très agréable. Puis, j'ai appris beaucoup, je pense, durant ces 2 semaines-là. Mais bref, j'ai été agréablement surpris de cette visite-là. Puis moi, j'ai que des bons mots à dire, non seulement du programme des Red Blacks, mais du programme de stage des carrières en général. Là. C'est quoi que tu dirais, parce que je veux pas, c'est quand même prenant là, dans une saison de football universitaire. Vous êtes. Il y a une implication qui est plus de dire que je m'en vais à ma pratique puis je m'en retourne. Là. Il y a un travail qui a été fait. Vous tenir en forme, apprendre votre livre de jeu, voir du vidéo, les meetings, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus au niveau universitaire, pas universitaire, mais professionnel? C'est quoi la marche, si tu veux, quand on dit la marche est haute des fois, au-delà du niveau de jeu? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu dis, OK, il faut faire ça en plus? Y a-t-il des choses que tu as appris là-dedans? Oui, bien c'est sûr qu'il y a l'aspect école que ces gars-là n'ont pas à s'occuper non plus. Donc, c'est 100% football durant la saison. Ce n'est pas nécessairement le cas pour nous, mais je pense qu'au niveau universitaire, on est rendu à un stade où on a un style de vie qui est très proche de celui des pros. Je veux dire, on passe la plupart de notre temps là, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre mental, on regarde notre livre de jeu, tout ce qu'il faut. Mais c'est sûr que de mon expérience avec les Red Blacks, les gars sont juste à un autre niveau là-dessus. Ils prennent soin de leur corps en tout temps. Ils ont juste des meetings d'extra, des passes d'extra en pratique. Ils font juste tout ce qu'ils peuvent pour avoir une job, parce que c'est ça la réalité. Là. Il y a 100 quelques gars au camp, puis il y en a 50 qui vont faire l'équipe. Donc, à la fin de la journée, eux autres, est-ce que je vais avoir une job ou non? Fait ils font tout en leur possible pour faire partie de l'alignement. Puis, écoute, les gars sont inspirants, c'est sûr, avec tous les efforts qu'ils mettent. Puis, j'ai que du respect pour les gars qui font ces jobs-là, même si c'est des jobs que tous les joueurs rêvent d'avoir. Mais c'est loin d'être une job facile. Puis, good chapeau à eux autres. Tu parles d'une job à avoir il y a quelques années, puis je te dirais même il y a 2 ans, peut-être pas plus. Être un carrière qui sortait d'un programme universitaire canadien, ça voulait essentiellement dire qu'après tes 5 années, tu allais soit être coach ou arrêter de jouer au football, mais une carrière professionnelle ou changer de position, c'est arrivé à quelques-uns, mais une carrière dans la Ligue canadienne comme carrière, c'était pratiquement impossible. Là, on a vu Trey Ford, celui qui a été joueur par excellence au football universitaire canadien l'année passée, être repêché assez haut. On a vu, puis on continue de voir Nathan Rourke, le carrière canadien qui performe à un super niveau avec les Lions de Colombie-Britannique. Est-ce que toi, ça t'ouvre des perspectives que tu pensais peut-être pas avoir ou comment tu vois ça justement, ce succès des carrières canadiens? Ben, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. Là. Tous les cas sont spécifiques. Nathan Rourke a joué aux États-Unis. Trey Ford, c'est un gars de l'Ontario. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les carrières qui sortent du réseau universitaire québécois, de manière générale, sont plus vieux que les carrières qui sortent de partout au Canada. C'est en raison des cégeps. Donc, si je suis un DG CFL, j'ai le choix entre un carrière qui a 25 ans qui sort du RSEQ ou quelqu'un qui a 22 ans qui sort de l'Ontario. La décision est facile. Il faut toujours être réaliste à ce niveau-là. Puis, la CFL, même si, comme j'ai dit, tout le monde au niveau universitaire voudrait jouer à ce niveau-là, c'est quelque chose, je pense, qui est encore très loin. Puis, il faut être réaliste. C'est la réalité, malheureusement, mais surtout sur un gars qui est 160 livres, comme on mentionnait. Je ne suis pas le plus gros format. Donc,
je pense pas que ça serait réaliste de parler de CFL dès maintenant. Je veux juste, présentement, je suis à Concordia, puis tout mon focus est là-dessus. Puis je veux pas performer pour être éventuellement repêché ou signé, peu importe. Je veux juste performer pour que mon équipe ait du succès, puis c'est vraiment ma priorité présentement. Le camp est en marche, il vient de commencer. Vous avez eu vos quelques semaines au printemps, là, ça commence. Comment t'entrevois la saison à venir? Est-ce que, y a des changements au niveau de ta ligne offensive? Je comprends qu'évidemment, les équipes ne sont pas établies, là, les équipes partantes, mais y a-tu des choses, des éléments, tu te dis, OK, on vient de monter d'un cran, tu as parlé tantôt qu'on a gagné de l'expérience. Y a-t-il d'autres choses là, qui t'amènent à penser, OK, on peut aller plus loin, puis là, je ne sais pas, votre année, comment tu vois ça là, cette année à date avec ce que vous vivez au camp? Ouais, comme tu dis, autre que l'expérience, au niveau de la ligne offensive, on a eu un gros recrutement, je veux dire, je n'ai pas le nombre exact, là, mais je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de joueurs de ligne offensive au camp présentement. Je te mentirais de te dire que je sais c'est qui, ça va être qui les 5 partants le jour 1. Je veux dire, le plus de gars qu'on a, le plus de compétition qu'il y a. Donc, je pense qu'on est tous gagnants à ce niveau-là. Puis, une chose qui est sûre, ça va être les 5 meilleurs qui vont être sur le terrain. C'est un problème l'an dernier, on ne se le cachera pas. Puis, c'est quelque chose que l'équipe a adressé. Puis, eux autres non plus, ils ne se le cachaient pas. C'était un problème pour nous l'an dernier. Donc, je suis vraiment content de voir la compétition qu'on a depuis le début du camp à cette position-là. Mais écoute, comment on va faire en tant qu'équipe, ça c'est la question que tout le monde me pose, puis tout le monde se pose. Tant qu'on n'arrivera pas sur le terrain, on n'aura pas la réponse. Peu importe si on a un bon camp, si on a un mauvais camp. Ça va se décider dès le 27 août, puis j'ai hâte de voir comment notre équipe va réagir, c'est sûr. Y a-tu un objectif en particulier pour toi, personnellement? Est-ce que tu te donnes des objectifs pour cette année? Je pense que tous les corps arrière ont tous le même objectif, puis c'est de gagner le dernier match de la saison qui est en fin novembre. Puis, écoute, moi, je suis aucunement différent. Je veux dire, peu importe ce qui arrive au niveau personnel, en tant qu'arrière, tu veux juste que ton équipe ait du succès, peu importe. Puis, je ne suis pas différent des autres. Je pousse dans la même direction que tout le monde. Puis, j'ai hâte que ça commence. Ça commence le 27 à Concordia, mais contre Montréal, les champions en titre. C'est-tu particulier jouer contre Montréal? Est-ce qu'il y a une façon d'adresser les matchs comme ça en partant contre Montréal? Y a-t-il quelque chose de différent parce que vous affrontez les champions en commençant? Je pense que toutes les équipes, il y a quelque chose de différent. Je veux dire, quand tu as une ligue à 5 équipes, veux pas, c'est toutes des rivalités un peu par la bande. Donc, les Carabins, c'est, comme tu as dit tantôt, c'est une équipe qu'on a battue l'an dernier, puis je suis certain qu'ils s'en rappellent. Donc, ils vont arriver avec le couteau entre les dents, c'est certain, mais nous, on se concentre sur nos affaires, puis on sait qu'on est capable de battre n'importe qui dans la province, n'importe qui au pays, puis on a juste une mentalité, c'est d'essayer de gagner le plus de matchs possible cette saison, puis on y va semaine par semaine, puis la semaine 1, c'est Carabin, donc on se prépare, on fait notre plan de match pour Montréal, mais peu importe ça va être qui l'adversaire, je sais qu'on va être prêt en tant qu'unité. Dernière question avant de finir. Tous les matchs ou presque sont présentés à la télé. Ça change quoi de jouer à la télé versus pas jouer à la télé? Est-ce que vous le sentez? Honnêtement, il y a des gars qui aiment moins ça parce que les matchs sont plus longs avec les pauses. Il y a des gars qui aiment ça parce que leur famille habite loin et ils peuvent regarder les matchs. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on se concentre nécessairement, mais écoute, de manière générale, ce qui est gagnant, c'est le football universitaire québécois. Puis le plus d'images qu'on peut donner, le plus d'exposition qu'on peut donner au football universitaire québécois, je pense qu'on est tous gagnants. Puis même chose avec ton podcast. Là, ça nous fait toujours plaisir d'en parler. Ça nous fait toujours plaisir de passer à la télévision pour que la Ligue devienne le plus gros possible. Puis, non, je pense qu'on est tous gagnants avec ça. Good. Écoute, Olivier, un très gros merci d'avoir accepté d'être là, notre premier invité. Je ne peux pas demander mieux. Je peux juste te souhaiter, évidemment, de la santé, que vous vous améliorez après chaque semaine parce que c'est le message tout le temps que j'entends. Et puis, évidemment, un championnat. Pas supposé prendre pour personne, je prends pour personne. Mais si après 8 saisons de suite, avec des finales Montréal-Laval, on peut avoir d'autres choses, je ne serais pas déçu. Mais non, personne ne serait déçu. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu. Puis encore une fois, merci de parler du football universitaire québécois. Ça nous fait toujours plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup encore. Salut. Bye. Salut.
Excellent. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Olivier. C'était vraiment apprécié. Puis, comme je te l'ai dit tantôt, une excellente saison. Puis, on se reparle. Yes, sir, je te remercie beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao.